Comment le phénomène de pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est-il conceptualisé? En premier, on peut dire que déjà ce terme n'est pas nouveau, hein. Il y a une historique, une origine bouddhiste. La pratique de la pleine conscience est bouddhiste, et même le cœur de la méditation bouddhiste, selon les auteurs bouddhistes. Le terme de pleine conscience était aussi répandu. Il n'a pas été créé par Jon Kabat-Zinn, et il existait déjà en 75, notamment avec un moine vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et puis, le terme de mindfulness a aussi été appliqué à cette méditation dès le 19e siècle. Mais les interventions basées sur la pleine conscience sont parfaitement laïques, axées sur la santé et sans référence religieuse. Mais c'est important de mentionner cette origine, puisque pour introduire ce champ de recherche en psychologie, on a dû passer par les experts de la méditation de la pleine conscience bouddhiste. Donc j'ai fait une revue des définitions qui apparaissaient dans les articles de recherche, mais qui sont cités, qui proviennent d'auteurs, d'experts de méditation bouddhiste. Et puis j'ai continué avec une revue des définitions par des psychologues, par des chercheurs en psychologie, notamment cette définition qui a beaucoup marqué le champ de la psychologie de Brown et Ryan en 2004, qui est celle de la pleine conscience comme étant juste une attention ouverte ou réceptive et une conscience des événements qui ont lieu sur le moment et leur expérience. Alors le problème, c'est comment, une fois qu'on a fait cette revue, comment sélectionner la meilleure définition? On peut juxtaposer, comme vous venez de le voir, ces conceptualisations différentes, mais ça peut nous laisser vraiment dans la confusion et dans l'attente d'un consensus qui n'arrive pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse de contenu des caractéristiques les plus consensuelles de la pleine conscience, du champ de la recherche sur la pleine conscience, en comptant le nombre d'occurrences des caractéristiques dans ces premières définitions de la pleine conscience qui ont vraiment défini la pleine conscience dans le champ de recherche sur la pleine conscience. Alors, ça permet d'extraire des tendances de caractéristiques les plus citées dans les définitions. J'ai relevé 9 caractéristiques: la conscience, l'attention sur le présent, qui est non conceptuel, avec un petit effort d'attention pour porter notre attention, comme on vient de le faire sur le corps, par exemple, sans réactivité émotionnelle, sans réagir au plaisant ou au déplaisant, qui peut conduire à une transcendance du concept de soi et qui apporte des compréhensions spécifiques et avec une attention tournée surtout vers l'intérieur. Alors, en fonction des auteurs, leur définition paraît complète ou non. La plus complète était celle de Bishop, et la moins complète était celle de Brown et Ryan, qui pourtant était la plus répandue. Alors, je vais me centrer sur la... Excusez-moi, Oui. c'est pas embêtant de mettre le mot effort pour quelque chose qui doit pas en demander? Enfin, je sais pas si ma Oui, question est claire. c'est un effort par opposition à distraction. D'accord. C'est-à-dire, on peut être dans un état très distrait où on est pris par nos pensées, pris par nos émotions, sans s'en rendre compte. L'effort dont je parle n'est pas un effort surhumain qui produit de la tension. Au contraire, c'est juste un tout petit effort pour rester concentré sur le fait de ressentir ce qui est en train de se passer en nous dans le moment présent. Alors c'est pour ça que Bishop parle d'une conscience, et ses collègues, c'est peut-être la seule définition qui a justement fait l'effort de réunir plusieurs chercheurs pour avoir une espèce de consensus. Alors il parle de conscience centrée sur le présent, non jugeante, non associative, dans laquelle chaque pensée, chaque émotion ou sensation qui apparaît dans le champ de l'attention est reconnue et acceptée telle qu'elle est. Ils vont plus loin en parlant d'un processus d'acquisition d'une compréhension intuitive, insight, de la nature de son esprit, et de l'adoption d'une perspective décentrée sur les pensées et les sentiments, donc un peu de distance par rapport aux pensées et aux émotions, afin qu'elles puissent être vécues dans leur subjectivité, plutôt que de les prendre pour la réalité même, et dans leur aspect transitoire, impermanent, plutôt que de les voir comme étant une identité fixe, permanente. Voilà, ça c'est la définition en tout cas la plus complète. J'ai essayé de simplifier les caractéristiques relevées tout à l'heure en des caractéristiques primordiales, c'est-à-dire qui ne portent pas sur les conséquences de la pleine conscience, comme la transcendance du concept de soi par exemple, ou des compréhensions spécifiques, qui a donné naissance à 7 caractéristiques et que j'ai résumées en 4 caractéristiques primordiales de la pleine conscience, contenues dans les 10 définitions précédentes.
Donc, il reste plus que conscience, attention, avec le petit effort de non-distraction, en tout cas, de rester avec l'expérience du moment présent du corps et du mental, de l'esprit, avec une attention du coup qui est plutôt tournée vers l'intérieur, dans le présent, et qui n'est pas conceptuelle ni dans la réactivité automatique émotionnelle. Voilà pour les 4 caractéristiques primordiales. J'ai pu proposer une définition opérationnelle qui est une dimension de conscience pour en requérir un petit effort d'attention pour rester concentré sur ce qui se passe dans le présent, en incluant notre perception corporelle et mentale, et permettre de prendre conscience et de désactiver l'identification automatique au processus associatif du réseau sémantique et émotionnel. Voilà la définition opérationnelle que j'ai proposée, ce qui exclut certaines définitions et exercices que l'on trouve un peu partout dans le grand public ou dans certains exercices de pleine conscience. On visualise, on imagine, ou bien on porte notre attention uniquement sur l'extérieur, les fleurs, les petits oiseaux. C'est dans le présent, mais c'est pas forcément, il manque cette dimension de conscience intérieure. Ou bien on essaie de s'identifier personnellement à la pensée, à nos réseaux associatifs, sémantiques ou émotionnels individuels, qu'est-ce que l'on voit, on se projette, etc. Ou qui visent délibérément à créer des émotions agréables, par exemple, ce qui est propre de la relaxation, de la sophrologie, ou bien d'un type de méditation qui s'appelle la méditation de l'amour bienveillant, mais qui n'est pas la méditation de pleine conscience dans ce cas-là. Ça a permis d'évaluer la conformité des interventions qui sont censées enseigner ces pratiques. Et ça permet également, alors là, je passe rapidement, parce que j'aurai pas le temps d'en parler, d'un petit modèle, donc d'une conscience à 3 processus attentionnels, cognitifs par rapport aux pensées et par rapport aux émotions,